Au cœur du Sahara, il y a une zone immense qui se trouve sous le niveau de la mer et l'Égypte prévoit de l'inonder. Si on part de la côte africaine de la Méditerranée et qu'on pénètre à 80 km dans le désert de Libye, on se retrouve dans une vaste dépression. Vraiment gigantesque, il serait difficile d'en sortir. Sa superficie est de 18 000 km², presque la taille du New Jersey. Il s'agit de la dépression de Qattara, une vaste étendue de désert inhabité avec des lacs salés et des marais. C'est un endroit chaud, sec, très hostile, mais tout ça pourrait bientôt changer, car l'Égypte prévoit de transformer ce désert en mer. Si on inonde la dépression, elle deviendra une immense étendue d'eau de 20 000 km². C'est à peine plus petit que le lac Winnipeg, le 6e plus grand lac d'eau douce du Canada. Si elle crée ce lac, l'Égypte résoudra tout un tas de problèmes qui affectent le pays et même le continent. Le monde est sur le point d'assister à un projet révolutionnaire. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On n'a jamais trop d'eau. Voici un rappel discret de faire un petit quelque chose sous la vidéo. Depuis que les Britanniques ont cartographié cette dépression après la Première Guerre mondiale, les ingénieurs rêvent de la relier à la Méditerranée. Certains suggéraient de creuser un canal, d'autres voulaient percer un tunnel, et quelqu'un a même envisagé de combiner les deux. Apparemment, pour ne pas avoir à choisir. Mais en fait, l'idée d'utiliser la dépression de Qattara pour générer de l'électricité remonte à 1912. L'idée a été étudiée en détail en 1927 par le géologue anglais John Ball qui a cartographié la zone. Il a été le premier à suggérer d'exploiter la différence d'altitude entre la mer et la dépression pour générer de l'électricité. En gros, construire une centrale géante à partir d'un trou sableux. Vous me suivez, pas vrai ? Les colons avides et pragmatiques ne voyaient pas ce désert comme un bout de terre inutile. Ils voulaient en tirer le maximum et gagner de l'argent, bien sûr. Seulement, les choses ont pris un tournant inattendu. En 1957, la CIA a présenté au président Eisenhower un document parlant d'inonder la dépression de Qattara. Oui, vous avez bien entendu, la CIA s'y intéressait aussi. Selon leurs calculs, si on laissait entrer l'eau de mer, ça formerait un grand lagon et le projet aurait 4 avantages. D'abord, ça serait grandiose et paisible. Ensuite, ça modifierait le climat local. De plus, ça créerait des emplois pendant des années. Enfin, une fois la construction terminée, des gens pourraient y vivre. À partir de 1964, Friedrich Bassler a pris les choses en main. Il dirigeait un organisme de conseil chargé de déterminer comment mettre en œuvre le projet et où trouver l'argent. Pendant près de 10 ans, il a défendu cette idée de mer de Qattara, mais il y avait des problèmes de coût et de complexité. Amener l'eau de mer au cœur du désert s'est avéré incroyablement cher. Qu'il s'agisse d'un canal ou d'un tunnel, c'était hors de question. De plus, de vastes zones devaient être déminées, car le nord de l'Égypte était criblé de millions d'obus de la Seconde Guerre mondiale. Les plans étaient pourtant grandioses. Une des idées de Bassler était d'utiliser des explosions nucléaires. Pas pour faire la guerre, mais pour servir d'excavatrice afin de creuser le canal. Le plan était simple, mais étonnant, forer 213 puits alignés, puis faire exploser une charge nucléaire de 1,5 mégatonnes dans chacun d'entre eux. 1500 kilotonnes par puits, 100 fois la puissance de la bombe larguée sur Hiroshima. Comment ça aurait pu mal tourner, pas vrai ? L'idée s'inscrivait dans le programme Atoms for Peace d'Eisenhower de 1953, à l'époque où l'énergie nucléaire était promue comme utile pour la construction et l'industrie, pas que comme une arme. Mais malgré les slogans les plus enthousiastes, le problème demeurait. Pour procéder à ces explosions nucléaires, il aurait fallu évacuer de nombreuses personnes, au moins 25 000. Et les ondes de choc engendrées par les explosions auraient pu perturber le rift de la mer Rouge, à 450 km du site, une zone tectoniquement instable. En termes simples, il y avait un risque sérieux de déclencher, disons un séisme. Un autre inconvénient était le risque de changement des courants océaniques et de destruction du littoral. En interférant avec les mouvements de l'eau, vagues et courants risquaient d'éroder des côtes jusque-là calmes. En fait, même des rivages lointains auraient pu être affectés. Et bien sûr, il y avait la question de la radioactivité. Le lac deviendrait-il radioactif après tant d'explosions ? Les gens posaient la question, mais les réponses à demi sérieuses comme « Oh, on se contentera de jeter des pilules d'iode dans l'eau » n'aidaient pas beaucoup.
Ça en est resté là. Compte tenu des risques, le gouvernement égyptien a rejeté le plan et même les partisans du projet ont dû y renoncer. Pourtant, tout le monde était d'accord pour dire que l'utilisation d'explosions nucléaires aurait permis de limiter les coûts. L'excavation traditionnelle était trop coûteuse. Mais le prix à payer pour ces économies était trop élevé. Les années ont passé et l'idée a connu une seconde jeunesse, ou une troisième. Bref, on a décidé de retenter le coup. De temps en temps, chercheurs et ingénieurs reparlaient de l'idée d'inonder la dépression de Qattara. Ça semblait une solution parfaite à tout point de vue, économique, climatique et même social. Mais peu importe le nombre de débats, le projet ne dépassait jamais le stade de la discussion. Pour autant, près d'un siècle plus tard, l'intérêt pour Qattara ne s'est pas estompé. Les autorités égyptiennes ont essayé plus d'une fois de faire revivre l'idée, mais chaque tentative a dû faire face à la dure réalité des chiffres. Trop cher, trop risqué, trop compliqué. Le rapport coût-bénéfice était clair, non, ça n'en valait pas la peine. Finalement, le 11 avril 2023, l'Égypte a signé un contrat avec Egit Consulting pour mener une nouvelle étude afin d'évaluer à nouveau la faisabilité du projet. Avec un œil neuf, pour ainsi dire. Le monde a changé après tout, et la technologie aussi. Peut-être qu'il est temps de refaire les calculs. Bon, le point crucial, c'est qu'il faut traverser le désert. Ça semble faisable jusqu'à ce qu'on commence à faire des calculs. Selon le plan, il faudrait creuser un énorme canal ou percer un tunnel long de 55 à 100 km selon l'itinéraire emprunté vers la Méditerranée. L'eau de mer s'écoulerait alors directement dans la dépression de Qattara. Mais le problème, c'est pas seulement la longueur. Au nord, la dépression se heurte au plateau d'El Difa, une crête rocheuse séparant le désert de la mer. Il n'a pas l'air bien haut, à seulement 200 mètres d'altitude, mais c'est largement suffisant pour compliquer la construction. Ouvrir un passage au niveau de la mer à travers la roche est un défi d'ingénierie extrême. Le genre de projet dont on se vante pendant longtemps. C'est l'œuvre d'une vie et pas une simple étape d'un plan plus vaste. Et puis il y a le désert, un endroit rude et imprévisible pour la construction. Le sol s'effrite ou s'effondre. Le sable meuble et l'argile collante peuvent obstruer les pompes, faire s'effondrer les parois des tranchées et transformer la construction en un combat contre le sol. Chaque mètre doit être arraché à la terre et la terre se défend. Pourtant, il y a des solutions car creuser un canal au niveau de la mer à travers le plateau d'El Difa n'est pas le seul moyen de passer. Avec les tunneliers modernes, il serait possible de creuser un ou plusieurs tunnels sous le plateau. Ça reviendrait cher bien sûr, mais ce serait faisable. Ou, autre option, poser un pipeline vers le nord-est jusqu'au Nil. Mais il serait très long, au moins 320 km. Il est peut-être temps de se pencher sur les machines de forage. Après tout, on a besoin de comprendre avec quoi on prévoit de creuser le désert, pas vrai ? Ces dernières années, de tels projets ont été réalisés grâce à des tunneliers, de grosses machines qui mâchent littéralement le sol. À l'avant, ils disposent d'une tête de coupe rotative qui presse contre la roche, la broie et la brise. Les débris de forage sont ensuite envoyés automatiquement vers l'arrière de la machine. Difficile d'imaginer à quoi ça ressemble, mais rien à voir avec une bête foreuse. C'est une véritable usine souterraine sur rail. Un tel monstre fait la longueur de 14 bus londoniens et pèse autant que 143 d'entre eux. Grâce à ces machines, l'humanité peut construire sous terre avec facilité. Elles ont changé l'économie, l'environnement et même la culture. Car les tunnels, comme les ponts, ne relient pas seulement deux rives, mais les gens sur ces rives. Les tunnels les plus célèbres du monde n'existeraient pas sans ces tunneliers géants. Les modèles modernes peuvent creuser des dizaines de mètres de roche par jour, et l'Égypte d'ailleurs en a déjà fait l'expérience. Des tunneliers ont servi à construire des tunnels sous le canal de Suez. Notamment un modèle avec un diamètre intérieur de 11,40 m et un diamètre extérieur de 12,60 m, ce qui pour info correspond à la hauteur d'un immeuble de 4 étages. Une autre machine a été utilisée pour construire le métro du Caire. 2 tunnels de 20 km de long ont été doublés d'anneaux de béton de 5,80 m de diamètre. La profondeur de forage variait de 7,50 m à 40 mètres. Bref, l'Égypte dispose d'expérience, de machines et de spécialistes capables d'utiliser ce genre d'équipement dans des conditions similaires à ce qui attend les ingénieurs dans la dépression de Qattara. La bonne nouvelle, c'est qu'après tout ce creusage, l'eau n'aurait même pas besoin de pompe pour atteindre le futur bassin. La dépression de Qattara se trouve à 60 mètres sous le niveau de la mer, la hauteur d'un immeuble de 20 étages, mais vers le bas. Actuellement,
c'est un vaste désert, brûlant, sans eau et sans habitants. Si elle était reliée à la Méditerranée via un canal ou un système de tunnels, de l'eau de mer pourrait y être amenée. Mais il y a un hic, la chaleur, qui causerait son évaporation à un rythme terrifiant. Mais c'est justement l'idée, si l'entrée d'eau et l'évaporation étaient équilibrées, ça créerait un flux constant, un courant capable de générer de l'électricité. Bref, le désert deviendrait une centrale naturelle géante. Il ne resterait à faire que des calculs précis. Le Nil a presque épuisé son potentiel énergétique. Depuis que le célèbre barrage d'Assouan a été achevé en 1968, toute l'énergie hydroélectrique située en amont a été exploitée. Mais l'Égypte continue de croître, ses besoins en électricité augmentent et le pays a besoin d'une nouvelle source majeure d'énergie. Comme le projet Qattara. De l'électricité bon marché qui donnerait un gros coup de pouce à l'économie du pays. L'idée est d'exploiter la différence d'altitude. C'est aussi simple que brillant. La clé cependant, c'est l'équilibre. Le volume d'eau qui entre dans la dépression devrait correspondre à celui qui s'évapore. Selon les calculs, 10 ans après la mise en eau, le niveau se stabiliserait. Et le climat local est parfait pour ça, il est très sec. L'évaporation est si rapide que l'afflux d'eau de mer pourrait être maintenu presque indéfiniment. Selon le plan, la première centrale, Qattara 1, conçue dans les années 1950, devrait produire 670 MW. Lors de la deuxième étape, la production augmenterait de 1200 MW et avec l'ajout d'une centrale de pompage-turbinage dans laquelle l'eau circule de haut en bas, la capacité totale gagnerait 4000 MW de plus. Au total, ça ferait environ 5800 MW, l'équivalent de 6 réacteurs nucléaires. Il y a une autre option, construire un réservoir sur le plateau qui surplombe la dépression, un réservoir géant. Et à 60 mètres sous le niveau de la mer, une centrale souterraine avec un système d'écluses serait installée, certaines laissant entrer l'eau, d'autres la libérant. La centrale comporterait 2 ensembles d'équipements. Le premier comprendrait des turbogénérateurs qui produisent de l'électricité quand l'eau emprunte le tunnel vers le lac. Le second, des moteurs-pompes pouvant fonctionner dans les deux sens pour pomper l'eau vers le haut, puis la laisser redescendre. On appelle ça une centrale de pompage-turbinage. En termes simples, c'est une batterie géante. Elle comporte 2 réservoirs, supérieurs et inférieurs. Quand il y a trop d'électricité dans le réseau et qu'elle n'est pas chère, l'eau est pompée vers le haut. Quand l'électricité est rare et que les prix montent, l'eau est libérée et en passant par les turbines, elle génère de l'énergie. C'est gagnant-gagnant. Le système utilise l'énergie excédentaire qui serait autrement gaspillée et évite les pénuries pendant les pics de demande. La production d'une telle centrale peut être ajustée en fonction des besoins. À Qattara, la capacité de base est estimée à 315 MW, mais pendant les heures de pointe, elle pourrait atteindre 1500 MW. Tout dépend du temps durant lequel on doit maintenir une charge élevée et de la quantité d'énergie utilisée pour pomper l'eau. De plus, on pourrait transformer l'eau de mer en eau douce. Au lieu d'envoyer l'électricité jusqu'au delta du Nil, une partie de l'énergie pourrait être utilisée pour produire de l'eau douce directement à partir de la mer. L'idée est simple, l'eau de la Méditerranée s'écoule dans le lac et en raison des différences de pression, elle passe à travers des filtres dans des usines d'osmose inverse. Le sel reste d'un côté de la membrane et de l'autre côté, on obtient de l'eau douce. Cette méthode est déjà utilisée partout dans le monde et en Égypte, elle serait particulièrement utile. Presque toute l'économie dépend de l'irrigation, alors que le climat devient de plus en plus sec. Il y aurait encore une autre méthode, utiliser l'électricité générée pour procéder au dessalement par électrodialyse. L'eau est purifiée non pas à l'aide de filtres, mais d'un courant électrique qui extrait les ions de l'eau. Le résultat est le même, une source d'eau douce en plein milieu du désert. Pas mal. Il y a un exemple tout proche. En Israël, 90% de l'eau dessalée est produite par 5 grandes usines situées le long de la côte méditerranéenne. Ces usines fournissent la moitié de l'eau potable du pays. L'Égypte étudie également la question. Actuellement, le pays possède 125 usines de dessalement pour une production combinée de 1,3 million de mètres cubes par jour. Et d'autres sont en cours de construction. Le pays prévoit d'atteindre 9 millions de mètres cubes par jour d'ici 2050. En associant ça au projet Qattara, on n'obtiendrait pas une simple centrale, mais une vraie source de vie pour de vastes territoires. Et même une source de sel. Attendez, quoi ?
Si le projet Qattara voit le jour, un immense lac apparaîtra en lieu et place du désert, des villes se développeront et les gens feront, quelque chose d'utile, comme extraire du sel par exemple. Mais il faut bien comprendre une chose, le climat restera désertique. L'eau s'évaporera vite et avec le temps, le lac deviendra hyper salé. En gros, ce sera un immense marais salant. La dépression reviendra à son état d'origine, mais le fond se sera élevé de dizaines de mètres à cause des dépôts de sel. Mais le sel n'est pas la seule chose à extraire. En 2024, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont commencé à explorer des moyens d'extraire du lithium des gisements de sel. Ce métal est essentiel pour les batteries de voitures électriques et la demande est énorme en ce moment. Même si l'extraction de sel ne rapportait pas grand-chose, le projet pourrait se transformer en mine d'or, ou plutôt de lithium. Si on inondait la dépression de Qattara, elle pourrait devenir non seulement une source d'énergie et d'eau douce, mais un lieu d'extraction de cette ressource clé pour la nouvelle ère énergétique. Ça a l'air génial. Bon, il y a quoi d'autre au programme ? Si tout fonctionne, le lac changera complètement le climat de la région, le rendant plus frais et plus humide. D'ici le milieu du siècle, Qattara pourrait passer d'un désert brûlant et sans vie à une région fertile comptant des dizaines de millions d'habitants. Il fournirait aussi du travail à des millions de jeunes Égyptiens, un détail important compte tenu du taux de chômage élevé. Économistes et chercheurs en environnement ont déjà étudié la question. Selon leurs calculs, le projet devrait être à la fois rentable et écologiquement durable. Quand l'eau s'écoulera dans la dépression, une partie s'évaporera, augmentant l'humidité et les précipitations. Un grand lac apparaîtra. En son sein, on pourra élever des poissons, source de nourriture. Il protégera le sol contre l'érosion éolienne. Mais les effets pourraient aller encore plus loin. Le développement de Qattara pourrait stimuler les exportations et les importations, relancer le tourisme, augmenter l'activité politique dans la région. Bref, tout améliorer sans la moindre conséquence négative. Il est fou de se dire qu'encore aujourd'hui, malgré notre science et notre technologie, la vie repose toujours sur l'eau. Avec elle, on peut générer de l'électricité, irriguer les terres, construire des villes et ce qui va avec. Fermes, industries, centres urbains, lieux touristiques. Tout ça fait partie d'un grand plan de développement s'étendant d'El Alamein à Saloum. On espère que 34 millions de personnes vivront là d'ici une quarantaine d'années. Aujourd'hui, l'Égypte importe une grande partie de sa nourriture. Pour compenser, le pays développe son industrie. Il exporte des biens pour payer la nourriture. Les ressources locales comme le coton, le blé, la canne à sucre et les fruits stimulent la croissance du secteur de la transformation. Et l'extraction de minerais de fer, de manganèse, de pétrole, de phosphate et d'or alimente les industries lourdes. Si le projet Qattara voit le jour, il sera une nouvelle étape du grand plan qui a commencé autrefois par la construction du barrage d'Assouan. Mais cette fois, l'Égypte ne construit pas un simple barrage, elle crée une mer au milieu du désert. Une question m'est venue, si on construit ce canal, est-ce que des navires pourront l'emprunter ? En théorie, bien sûr. J'ai cherché des infos pour y répondre. En fait, pomper de l'eau de mer à travers des tuyaux sur le plateau d'El Difa ne transformerait pas la dépression de Qattara en une vraie mer. Les navires ne pourraient pas emprunter ces tuyaux. Sauf peut-être des bateaux minuscules, des jouets. Mais si le projet se concrétise et que des villes, des usines et des fermes apparaissent, la question de la navigation se posera. Les gens envisageront alors de construire un vrai canal au niveau de la mer. Le problème n'est pas qu'un tel canal serait impossible à construire. Au contraire, techniquement ce serait faisable, quoique très cher. Pour le creuser, il faudrait retirer une quantité colossale de roches, entre 1 et 2 km3. Ça semble fou, mais en réalité, c'est beaucoup moins que ce que les plus grandes mines du monde extraient chaque année. Pour comparaison, dans le bassin houillé de Powder River dans le Wyoming, on extrait ce volume de roches tous les 2 ans. Il faudrait aussi creuser près de la sortie du canal, là où il rencontrerait la mer. Et y construire un port en eau profonde pour que de grands navires puissent entrer. Un tel port deviendrait central, permettant de distribuer des marchandises aux villes et villages situés autour du futur lac. Les grands porte-conteneurs et pétroliers s'y amarreraient directement sans écluse. Puis, via un réseau de canaux reliant les villes dans la région de Qattara, les cargaisons seraient livrées par des bateaux plus petits.
La différence d'altitude entre le port et les eaux intérieures nécessiterait des écluses ou des ascenseurs spéciaux pour navires, mais de petite taille, rien de comparable à ceux utilisés pour les navires transocéaniques. Bref, ça sonne bien, mais ce serait très cher. Ça a un côté science-fiction, mais je le répète, construire tout ça est possible. Pas besoin de technologie extraterrestre, on sait déjà comment faire. Et le monde, apprenant à ne plus dépendre du gaz, ça jouerait en faveur de l'Égypte. Aujourd'hui, l'Égypte dépend encore fortement des combustibles fossiles. En 2023, pétrole, gaz et mazout représentaient 88% de l'électricité produite, et en 2024, ça a même augmenté pour atteindre 89%. L'Égypte est premier producteur africain d'électricité à partir de gaz. En 2022, elle représentait presque la moitié, 45% de l'électricité issue du gaz produite sur le continent. En 20 ans, la demande intérieure a plus que doublé. J'ai déjà mentionné la raison, la croissance démographique, l'expansion des villes et de l'industrie. Actuellement, la colonne vertébrale du système est le gaz naturel. En 2023, il représentait 84%. L'Égypte exploite la ressource depuis longtemps, ayant découvert de grands champs comme celui de Zohr dans la Méditerranée. Pendant longtemps, le pays a même exporté du gaz et constitué le centre de la production énergétique de la région. Mais les champs de gaz ont tendance à s'épuiser. Quand la production a commencé à baisser, l'Égypte a dû importer du carburant, gaz naturel liquéfié, diesel et mazout. Tout ça coûte cher et ça a durement frappé le budget de l'État. Et pas qu'une fois. De plus en plus, car les importations de gaz liquéfié au deuxième trimestre 2025 ont atteint 1,75 milliard de mètres cubes, contre seulement 0,1 milliard de mètres cubes un an plus tôt. La dépendance énergétique du pays va croissant et les prix ne baissent pas. C'est une mauvaise nouvelle de toute façon, car être dépendant énergétiquement est risqué pour un pays. En général, les États visent l'inverse, devenir autonomes, adopter des sources d'énergie domestiques et arrêter de dépendre du gaz ou du pétrole d'autrui. Et devinez où je veux en venir. Le projet Qattara pourrait constituer un pas dans la bonne direction. Actuellement, les centrales hydroélectriques d'Égypte ne génèrent que 7% de l'énergie du pays. 5% proviennent de l'énergie éolienne et solaire. C'est déjà mieux que le maigre pourcent de 2015, mais ça reste en dessous de la moyenne mondiale, 13%. Mais l'Égypte essaie de rattraper son retard. D'ici 2030, le pays prévoit de tirer 42% de son électricité de sources propres comme le soleil et le vent. La colonne vertébrale de l'hydroélectricité égyptienne se compose de 4 grandes centrales, le vieux barrage d'Assouan, le barrage d'Esna, le haut barrage d'Assouan et celui de Nag Hammadi. En 2016, une nouvelle centrale s'y est ajoutée, celle du barrage d'Assiut. Si le projet Qattara voit le jour, il rejoindra la liste et en sera le membre le plus étonnant. Le barrage d'Assouan fournit presque toute l'hydroélectricité de l'Égypte avec sa capacité théorique de 2,1 gigawatts. Mais quand le niveau du Nil baisse, la centrale ne peut pas fonctionner à pleine puissance. C'est pourquoi l'Égypte a besoin de nouvelles sources d'énergie pour compléter son système vieillissant. Et pendant que le projet de la dépression de Qattara est bloqué au stade des débats et des calculs, d'autres avancent. Certains fonctionnent déjà et aident le pays, si ce n'est à vraiment progresser vers la production d'énergie verte, du moins à avancer dans la bonne direction. Un de mes favoris est le projet Sharq El Owainat. 95% des terres d'Égypte sont désertiques. En fait, toute la vie est concentrée le long de l'étroite bande du Nil. Le reste est une mer de sable. Il n'y a presque pas de terres propices à l'agriculture. Pourtant, la population continue de croître et il faut bien nourrir tout ce monde. C'est pourquoi ces dernières années, l'Égypte a appris à créer la vie dans le désert. Sur cette photo, prise par un astronaute depuis la Station spatiale internationale, on peut voir un motif formé de disques verts géants. Il s'agit des champs de Sharq El Owainat dans le sud-ouest de l'Égypte. Imaginez, en plein cœur du Sahara, à des centaines de kilomètres de la ville la plus proche, parmi le sable et la roche, des disques parfaits de verdure. Le secret se trouve sous terre. Sous le Sahara se cache le vaste bassin de Nubie, une ancienne couche de roche qui a collecté de l'eau douce il y a des millions d'années. C'est ce qui alimente ces fermes. Pour ces gens vivant loin du Nil, c'est la seule source d'eau. Il ne pleut quasiment jamais dans la région. La moyenne annuelle est presque nulle.
Le système repose donc sur une irrigation précise et efficace. Sa forme circulaire n'est pas accidentelle, on fait appel à l'irrigation par pivot central. Au centre de chaque disque se trouve un puits dont l'eau est pompée dans de longs tuyaux qui tournent comme les aiguilles d'une horloge. L'eau est ainsi pulvérisée uniformément sur tout le champ. Ces disques sont énormes, presque 800 mètres de diamètre. Le sol n'est pas parfait, mais l'eau des profondeurs est presque exempte de sel, ce qui permet de cultiver n'importe quoi. On y fait surtout pousser des pommes de terre, les disques vert foncé, du blé, les disques brun clair, et des herbes aromatiques comme la camomille. Les disques rougeâtres sont des parcelles qui ont été brûlées intentionnellement pour nettoyer le sol. Tout ce qui est récolté traverse ensuite le désert à destination des oasis de Dakhla et Abou Simbel, où est exporté via l'aéroport le plus proche. Le projet Sharq El Owainat est né il y a longtemps, en 1991, en tant que tentative désespérée de transformer une partie du désert en terres agricoles. Aujourd'hui, il est géré par l'armée via la Société nationale pour la récupération des terres et l'agriculture. En 2021, le projet a été agrandi. On a ajouté aux 445 km² d'origine 5665 km² supplémentaires pour produire encore plus de nourriture et de camomille. Vous me devez un like. À plus.